Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mégane, qui est consultante en bilan de compétences et qui va nous expliquer un peu ce qu'elle fait au quotidien. Bonjour Mégane. Bonjour Aurélie, merci de me recevoir. Merci à toi d'être là. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, présenter ton parcours, d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a amené à être consultante en bilan de compétences aujourd'hui? Bien sûr, alors donc je m'appelle Mégane, j'ai 34 ans, je suis maman de 2 enfants. J'ai initialement un parcours plutôt dans les ressources humaines. J'ai fait un bac+4 en ressources humaines, j'ai travaillé dans diverses entreprises. J'ai notamment travaillé pendant 10 ans dans la chimie. Et à un moment donné, j'ai souhaité en fait me recentrer sur l'humain. Je me suis rendu compte que c'est ce qui me manquait le plus dans mon métier. Et donc, avec cette réflexion, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et à un moment donné, faire des parcours de bilan de compétences, c'est devenu un peu comme une évidence. Donc, j'ai profité d'un moment d'inactivité, en fait, pour pouvoir me former à la conduite de bilan de compétences, également à l'animation de formation. Et du coup, j'en ai profité donc pour me former et apprendre à conduire un bilan de compétences. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais au quotidien? Comment tu t'organises? Comment tu organises tes journées? Alors, donc j'ai ouvert mon entreprise qui s'appelle La Lumineuse en janvier 2023. Je travaille essentiellement depuis mon domicile. J'accompagne des personnes principalement à distance, donc via l'ordinateur. J'organise mes journées surtout en fonction des disponibilités de mes bénéficiaires. Donc, j'ai souvent des séances les soirs, les samedis. Je me garde le dimanche. Mais voilà, je fais souvent des animations et des séances plutôt en fin de journée. Donc, ça me laisse plutôt du temps dans la journée. Et dans la journée, j'ai une vie de maman et d'entrepreneuse. Donc, avec tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux, qui est pas évidente, mais pour se faire connaître, créer du réseau, établir des factures, payer des factures, voilà, faire de la prospection aussi. Et puis après, une vie de maman aussi normale, à gérer les enfants, faire les devoirs, tout ça. L'objectif, c'était vraiment d'avoir un équilibre de vie aussi, d'avoir un temps plus qualitatif avec mes enfants. Donc mes séances, elles se font après, quand mes enfants sont au lit, etc., pour pouvoir quand même profiter de mes enfants un maximum. Mais du coup aussi être présente et disponible pour mes bénéficiaires, surtout quand eux en ont besoin. Donc, tu arrives très bien à conjuguer les deux, mais en travaillant tard. C'est ça, exactement. Alors, il faut avoir ce rythme de vie où effectivement, on arrive à tenir tard le soir parce qu'il faut être à l'écoute, il faut être attentive à ce que nous disent les bénéficiaires, à ce qu'ils nous renvoient. Il faut avoir cette capacité d'analyse encore des fois après 22 heures. Voilà, mais en tout cas, ça permet quand même à beaucoup de bénéficiaires de faire un bilan de compétences parce que quand ils sont actifs, qu'ils travaillent du lundi au samedi ou du lundi au vendredi, ils n'ont pas de disponibilité en semaine. Donc, ça permet aussi de leur faire bénéficier en fait d'un bilan de compétences. D'accord. Et ils arrivent à être concentrés, à avancer à cette heure-là, eux aussi? Alors oui, en règle générale, c'est toujours un petit peu difficile au début parce qu'on est en fin de journée, qu'on est fatigué. Mais une fois qu'on est dedans, c'est vrai que les séances, je fais toujours en sorte qu'elles soient un peu ludiques, qu'il y ait un rythme quand même au niveau des séances. Et donc, en règle générale, la fatigue, elle s'oublie assez rapidement durant la séance. Et donc, en général, un bilan, ça dure combien de temps alors? Alors, un bilan, c'est cadré par la loi, donc c'est maximum 24 heures. Par contre, il y a des bilans qui sont beaucoup moins importants. Ça dépend surtout du projet de la personne. Est-ce qu'elle sait déjà ce qu'elle veut faire ou pas? Est-ce que elle se connaît déjà suffisamment bien ou pas? Donc, ça dépend beaucoup en fait de la personne, parce qu'un bilan de compétences, c'est personnalisé par rapport à ses problématiques. Après, en pratique, en règle générale, moi j'ai des séances, je propose des séances de 2 heures espacées d'à peu près 2 semaines. Voilà, donc il faut D'accord. Donc, comme ça, ils ont le temps de faire le point aussi entre chaque séance. Tout à fait, sachant que entre chaque séance, ils ont ce que j'appelle des devoirs. Je suis un peu scolaire, mais voilà, ils ont des devoirs, ils ont des exercices à faire, ils ont des recherches à faire. Il faut aussi pouvoir laisser le temps entre les deux séances pour qu'ils puissent avancer eux-mêmes sur leur parcours et sur leur cheminement de projet. Donc, toi, tu es indépendante, tu travailles toute seule Oui, tout à fait, je travaille toute seule, c'est ça. et du coup, tu as tes propres outils, tu dépends de personne.
Eh ben non, je dépends de personne. Alors effectivement, je crée mes outils. Donc quand j'ai été formée, on m'en a donné déjà, donc j'avais une base. En fait, au fur et à mesure des bénéficiaires que je rencontre, des réflexions que je peux avoir, je crée mes propres outils effectivement et je les propose en fonction du bénéficiaire ou de la bénéficiaire que j'ai en face de moi. D'accord, donc du coup, c'est un métier avec beaucoup d'initiatives puisque du coup, tu gères tout toute seule et tu te débrouilles. Tout à fait. Ben, c'est l'aspect créatif aussi dont j'avais besoin, qui me manquait, peut-être aussi dans mon métier de RH, parce que du coup, ben, des fois, je m'amuse vraiment à créer des supports, à créer entre guillemets des jeux, mais qui permettent j'appelle ça des ampoules, hein, des petites lumières qui s'allument, des liens qui se font en fait pendant les séances. Mais effectivement, du coup, il y a une certaine initiative de ma part, et c'est vraiment la partie de mon métier aussi qui me fait très plaisir, c'est de pouvoir proposer des choses nouvelles en fait à mes bénéficiaires. Et donc, selon toi, quelles sont les qualités, les compétences qu'il faut avoir ou montrer de l'intérêt pour quelque chose en particulier quand on fait ce métier? Alors ben pour moi la première qualité c'est forcément d'être empathique et d'avoir envie d'aider les autres. C'est pour moi la chose la plus importante puisqu'on est animé par ça en fait. Je pense quand on se lance dans ce genre de métier, on a envie de les aider, on a envie de les voir aller mieux et aussi parce que des fois c'est compliqué quand ils arrivent au début. Après il y a d'autres aspects, il y a la capacité d'analyse forcément puisqu'on va beaucoup écouter, essayer de comprendre, essayer de tirer des fils. Donc il faut avoir une certaine capacité d'analyse pour ce métier. Ensuite je dirais qu'il faut aussi avoir une certaine capacité à l'écrit, puisque quand on réalise des bilans de compétences, déjà on prend des notes, hein, puisqu'il faut se souvenir des fois de ce qu'on s'est dit les semaines précédentes, et puis aussi on a une synthèse à remettre à la fin du bilan à nos bénéficiaires, et donc il y a une partie rédaction qui est importante. Il faut que ce soit clair, que ce soit propre, puisque c'est des supports qui peuvent, si le bénéficiaire le souhaite, être présentés à des entreprises, être présentés à des écoles ou à des comités pour avoir des financements pour des formations. Donc, il faut quand même avoir une certaine capacité à l'écrit. Voilà, une bonne syntaxe, l'orthographe. Tout à fait, c'est important. Et puis, ça rend aussi le travail professionnel d'avoir cette capacité. Très bien. Est-ce que c'est facile de trouver du travail dans cette branche? Alors, ça, c'est une question qui est plutôt compliquée, puisque moi, j'ai pas forcément cherché à le faire de manière salariée. J'ai eu des propositions de le faire de manière salariée, sauf que moi, je voulais garder mon entreprise et être libre de ma manière de faire. Donc, il y a des possibilités. Je vois qu'il y a certains réseaux qui embauchent moyennant formation. Donc, il y a des besoins, je pense. Après, en tant qu'indépendant, la réalité, c'est qu'il faut travailler pour trouver du travail. La réalité, c'est de réussir à se faire connaître, de créer du réseau, de réussir à prospecter, de trouver les bons canaux, d'avoir aussi des partenariats. Ça aide beaucoup à accepter que ça se fera pas du jour au lendemain. D'accord. Quel est le parcours pour parvenir à ce travail? Alors, le parcours, de ce que j'ai pu voir et entendre, et par rapport au mien aussi, la plupart des personnes qui font des bilans de compétences, c'est des personnes qui sont issues de filières RH ou psychologiques, puisque le domaine RH, on a cette connaissance du marché du travail, on a la connaissance finalement un peu de l'évaluation des compétences, surtout quand on a un peu d'expérience dans le recrutement, ce genre de choses. Et après, il y a des personnes des filières psychologiques, donc des personnes qui ont une licence ou un master en psychologie, puisqu'il y a cette capacité d'analyse aussi qui est prégnante dans ce métier. Et c'est souvent, quand je me renseigne un petit peu autour de moi, c'est souvent des personnes comme ça qui ont cette formation-là, qui se dirigent vers ce type de poste. Néanmoins, quand moi j'ai été formée à la conduite de bilan de compétences, j'étais avec d'autres personnes qui étaient formées en même temps que moi, qui n'étaient pas forcément issues de ce type de filière. Donc, ça veut dire, a priori, que ce n'est pas fermé à d'autres profils. Et c'est ce qui fait, je pense, aussi des métiers, des pratiques qui sont d'autant plus intéressantes. C'est ça. Parce que du coup, ça ouvre le champ à plein de métiers et plein de nouvelles perspectives. Enfin, voilà, les gens viennent avec aussi leur expérience autre que le RH. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est vrai que ça s'ouvre, je pense, de plus en plus à d'autres profils. Ils ont tous, à mon sens, quelque chose à apporter à ce métier. Très bien. Est-ce qu'on peut vivre de ce métier?
Oui, on veut vivre de ce métier. Comme dit, je pense qu'il faut entendre que si on est en indépendant, on vivra peut-être pas la première année en tout cas, le temps de se faire connaître. Donc, il faut aussi peut-être prévoir quelque chose à côté pour pouvoir quand même financièrement suivre. Mais en tout cas, à partir du moment où on a créé les bons réseaux, on a des partenariats où on a commencé à avoir aussi du bouche à oreille grâce à notre travail de qualité que nos bénéficiaires font à l'extérieur, voilà. Donc, il faut compter un peu de temps, mais bien sûr qu'on peut en vivre, tout à fait. D'accord. Pour avoir une idée, un bilan, c'est combien à peu près? Alors, un bilan, alors de manière générale, on est entre 1 200 et 3 000 euros, ça dépend des consultants et des consultantes. Du nombre d'heures qui va Du être... nombre d'heures, évidemment, bien sûr, du nombre d'heures. Alors, je parle pour un maximum, pour un 24 heures, mais effectivement, après, en fonction du nombre d'heures, le bilan va être normalement moins cher. Après, il faut savoir aussi que le bilan de compétences, pour peu que l'organisme de formation soit certifié Calliope et ait eu un accès donc à mon compte formation, il peut être pris en charge notamment par le CPF. Il y a d'autres financements possibles. Donc voilà, c'est important aussi de le dire puisque c'est un coût qui est important quand même pour les bénéficiaires. En tout cas, il y a des possibilités de prise en charge du bilan de compétences. Il faut juste bien se renseigner en amont. D'accord. Et donc, du coup, aussi de ton côté, je crois que tu es certifié Calliope. Oui, tout à fait. Je suis certifiée C'est Calliope. un long parcours aussi, ça. Et puis, c'est aussi des frais à prévoir si on veut se faire certifier pour accepter justement le CPF. Oui, alors effectivement. Alors moi j'ai souhaité aussi passer ma certification Calliope seule. J'ai choisi un organisme qui s'appelle Mayotica, mais de toute façon les organismes ils sont référencés, les organismes qui peuvent nous auditer pour passer Calliope. Pour passer Calliope, j'ai déboursé 1 500 euros pour passer l'audit. D'accord. Voilà, que j'ai obtenu avec succès. C'était ça le plus important. Et du coup, les contrôles sont réguliers, je suppose? Oui, il y a un contrôle régulier. Donc, on a un premier audit, ce qu'on appelle un audit initial, sur lequel, en fait, on est audité sur un certain nombre de points qui sont pareils, qui sont précisés sur le site du gouvernement. Quand on est nouvel entrant, ils appellent ça nouvel entrant, donc ça veut dire qu'on démarre notre activité. Il y a des points sur lesquels on n'est pas audité au début, puisque on démarre. Et après, on a des audits qui sont tous les 1 an et demi à 2 ans, donc des audits de recertification, sur lesquels on va devoir présenter un certain nombre de documents, présenter nos process et présenter notre démarche. Voilà. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a une évolution possible dans ce travail? Ça dépend toujours de la situation. Moi, je pense que oui, on peut évoluer, puisque après, on peut peut-être des fois partir d'un métier en tant que salarié ou d'un métier qui est annexe au bilan de compétences en lui-même, mais qui est plutôt dans l'orientation ou dans l'accompagnement. Et après, on peut choisir d'évoluer, de créer son entreprise. L'entreprise peut aussi grossir et avoir des salariés. Donc, pour moi, il y a des perspectives d'évolution. Et après, il y a des perspectives d'évolution aussi dans la pratique, puisque la pratique, ne pas rester sur ses acquis, toujours rester à l'écoute de tout ce qui se passe au niveau légal, mais aussi au niveau de l'animation des séances, de la pédagogie, tout ça. C'est pour moi aussi de l'évolution. Rester formé, informé. Ouais. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui se pose la question de faire ce travail? Quel conseil? Alors, moi, je dirais déjà, si le cœur t'en dit, vas-y, mais sécurise toujours les choses, c'est-à-dire prends le temps de bien tout vérifier, de bien faire ton étude de marché, de voir si tu as l'occasion de faire des partenariats autour de toi. Et surtout, le conseil aussi que je peux donner, c'est fais d'abord un bilan de compétences toi-même, puisque ça permet aussi de mieux se connaître, de mieux comprendre ses propres compétences, ses propres envies, et puis de comprendre l'expérience aussi d'une personne qui bénéficie d'un bilan de compétences. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci de ta participation. Merci à toi de m'avoir invité pour cette interview. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!